plein de questions et je répondrai à toutes tes questions, Sylvain. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que tu as mangé ce Hein. midi Comment je t'ai Bon. appelé tout à l'heure? Ah, ça, je sais pas. Ouais, tu peux le dire aux gens. Peut-être que ça les intéresse. En tout cas, on est en direct. Je sais plus. Je ne sais plus comment je t'ai appelé. Ma grosse quoi? Je sais pas, je sais pas. Bon, allez. C'est que pour les intimes, ça. Bon, on est en direct, Ouais. on est 2, 9. Ah, bah voilà, les copains, ça y est, ça marche, tu vois. 18. Bon, et ben ça commence, Alors, ça recommence. Hop, je vais mettre le chat. Bon, Olivier, on a Estelle qui nous dit oh génial, bonjour. Nils, Sébastien qui est avec nous. Anthony, salut du Gabon. Putain, c'est bien, on est suivi un petit peu partout. Salut Anthony. On a Vlad, Brou, Clément66, bonjour de Manosque. Ça va, c'est bien ça, les gars ils sont chauds. Hein. Pépito Pépito. de Granolax, c'est ce que tu es en train de manger? Non, 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 Mais non, non, si. non, non, je peux pas vrai. Hein. Pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Et ben, Bon. Pauline qui nous dit génial votre émission. Ben, Pauline, on vient juste de commencer. C'est cool que vous trouviez déjà l'émission géniale. Parce qu'on a strictement rien dit. Attends de voir le reste. Attends de voir le reste. Attends de voir le reste. Bon, Olivier. Tout On a à beaucoup. l'heure, Sylvain nous a préparé une petite chorégraphie. Hein, vous serez gentil de ne pas être trop sévère sur sa chorégraphie. Il va chanter et danser devant nous. Voilà. Ah, mon Bon. Sylvain. Ah ouais, non, mais ça y est, je me suis transformé en artiste. Ça y est, tu m'as fait une reconversion. Bon, allez. Bon. Eh ben écoute, Alors, on est Olivier. combien, là? On est 179, dingue. On est 179, Bon. déjà 179. Alors, Jérôme qui nous dit, les gars, il y a un petit décalage. Oui, il y a un petit décalage. Alors dites-nous, vous, si vous voyez un décalage, nous, il n'y a pas, je sais pas. Olivier, gros décalage. Alors c'est peut-être la connexion Internet. C'est possible. Possible, possible. Voilà. Ma connexion Internet, hein. Alors cette fois-ci, je pense, parce que la mienne, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Bon, il y a un petit décalage, hein, c'est pas non plus foufou, quoi. Bon, ok. Si c'est pas foufou. Ah. Bon, ok. Olivier a l'air en forme, on attend les claques, nous dit la bibliothèque alternative. Oh, bah, c'est bon ça. Oh, bah, je vais en mettre quelques-unes. Là, il y a depuis quelques jours, on a un concert de Nathalie Loiseau, évidemment retweeté par des je crois que c'est Tristan Mendes France, Raphaël Glucksmann, Raphaël Enthoven, enfin tous les couillons du net, quoi, et qui sont en train de nous expliquer que ça y est, la Russie a perdu, que c'est une déroute totale, que Van der Leyen aussi, évidemment, qui nous explique que ça y est, c'est la fin, on va traduire Poutine en justice, etc. Donc plus c'est gros, plus ça passe. Et évidemment, ne vous attendez en rien à ce que la Russie perde, d'abord parce qu'elle ne peut pas se le permettre et qu'ensuite l'Ukraine est pas au niveau, même s'ils reçoivent des armes et des milliards de nous, hein, puisque je vous apprends quand même que dans vos impôts, il y a une bonne partie qui part dans les poches directement de M. Zelensky, hein, parce que les Ukrainiens, ils n'en verront pas la couleur, mais M. Zelensky, oui. Et donc, M. Zelensky vous remercie de lui construire sa piscine et de lui refaire son toit. Bon. Je ne sais pas si vous aviez un jour pensé que vos impôts iraient directement dans la poche de M. Zelensky, mais en fait, c'est un fait.
Et puis au passage, un peu dans la poche de Madame von der Leyen quand même, parce qu'il ne faut pas s'oublier. Et c'est quand même un truc de fou, c'est de penser que on en est arrivé là. C'est-à-dire, on est arrivé aujourd'hui à ce que finalement nous ne décidions plus rien. On a mis, enfin, quand je dis on, pas moi, hein, mais on a mis une équipe de gens qui sont totalement indigents. Enfin, le couple Macron, j'ai vu aussi des déclarations du futur candidat à la présidence, qui est Édouard Philippe, qu'on va essayer de nous refiler dans quelques temps, comme un homme nouveau, etc. Édouard Philippe qui, lui aussi, fait le petit coq devant les Russes. On en a déjà parlé ici plusieurs fois. Évidemment, je ne suis pas favorable à la guerre, mais la guerre, il faut voir qu'elle a été amenée par l'OTAN, qui manœuvre depuis plus de 10 ans, voire 15, là-dessus, et qui est en train de provoquer la guerre, enfin, qui est en train de faire la guerre indirectement aux Russes, en nous mettant en première ligne. Et on a des débiles mentaux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ont le doigt sur la couture du pantalon et qui font ce que leur demandent les Américains. Ça sera peut-être bientôt avec la Chine, parce que les déclarations de la marionnette Biden sont de plus en plus belliqueuses vis-à-vis des Chinois à propos de Taïwan. Donc, il n'est pas exclu qu'ils ouvrent un deuxième front. Donc, la question est, quand est-ce qu'on va comprendre que les Américains, pour des raisons d'ailleurs intérieures, hein, que j'avais expliquées plusieurs fois, ça va mal, ils sont en train de perdre leur leadership aux États-Unis, et donc, comme d'habitude, les États, quand ça va mal à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous distraient, ils distraient votre attention en allant porter l'attention ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur, et en déclenchant soit des guerres, soit des problèmes dans d'autres pays que le leur. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a une surenchère complètement idiote sur l'énergie, où on vous annonce, on vous prépare gentiment à ce que vous peliez de froid tout l'hiver, et que vous ayez de l'électricité une fois de temps en temps. Alors on a des déclarations lunaires d'Agnès Pannier-Runacher, faut pas se louper hein, sur son nom, parce que ça peut très vite dériver sur quelque chose de pas propre. Mais Agnès vient nous dire tout sourire que c'est pas grave, il faut acheter des voitures électriques qu'on ne pourra pas utiliser puisqu'on n'aura pas d'électricité, mais comme batterie. Donc vous brancherez votre frigo, votre four et votre chauffage sur votre Tesla, et comme ça, le lendemain matin, évidemment, vous aurez plus d'électricité pour aller au boulot, mais ça va être super génial. On va se marrer comme des petits fous. Donc, c'en est là, hein, réellement, on est à un niveau qu'on n'a jamais connu. Hein, donc, et à chaque fois qu'on pense qu'on a touché le fond, on creuse. C'est effarant. C'est effarant. Les déclarations des uns, des autres, les postures dans lesquelles se mettent les uns et les autres. Quand vous ouvrez Twitter, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que sinon, vous allez vomir dans les 2 minutes. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec des gens qui vous balancent des énormités en permanence, qui montrent que ce sont au mieux des crétins, au pire des gens payés pour faire la propagande macroniste et européiste. Donc voilà. Alors,
Là encore, il y a, je dirais peut-être, parce qu'il faut les chercher, peut-être des bonnes nouvelles. C'est que il y a peut-être deux façons de sortir de cette situation-là. Vous avez des industriels allemands qui commencent à ruer dans les brancards et qui commencent euh, à crier leur désarroi, puisque ils savent que si on continue comme ça, ils vont être obligés de fermer, pour la bonne et simple raison qu'ils sont beaucoup plus dépendants qu'un pays, par exemple, comme la France, beaucoup plus dépendants du gaz russe, et que si Poutine coupe le gaz, je rappelle, Poutine coupe le gaz en retour des sanctions qu'on lui inflige, hein, c'est pas au départ, il voulait pas couper le gaz, hein. Donc, si Poutine coupe le gaz, eh bien, à ce moment-là, l'industrie allemande en a pour très peu de temps avant de mettre la clé sous la porte. Donc, les industriels allemands, qui sont des gens plutôt pragmatiques, risquent fort de se manifester, de se manifester bruyamment. Alors, on peut espérer ça. Sinon, ben, vous avez un spread entre les obligations italiennes, espagnoles, françaises et allemandes qui ne cesse de s'élargir. Donc là aussi, ça va poser des soucis. Alors bon, vous avez pu entendre notre Bruno Le Maire national nous expliquer plusieurs fois que tout allait bien, qu'on allait faire 2,5% de croissance cette année, que la croissance en 2023 serait positive et que on ne risquait absolument rien. C'est marrant, on va se retrouver les seuls en croissance dans un océan de récession. C'est nouveau. Hein, en général, la France est plutôt en tête des récessions, mais là, elle va se retrouver seul pays en croissance, enfin, en tout cas selon Monsieur Le Maire. Et Monsieur Le Maire qui n'arrête pas de nous parler de, euh, des mécanismes qu'il a mis en place pour que vous n'ayez pas à payer le prix de l'essence et du gaz, prix qui, je le rappelle, est dû en partie à ces bêtises. Hein. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Bruno ce qui est à Bruno. Bruno a fait un certain nombre de bêtises, puis je dis bêtises, j'ai envie de dire un autre mot, mais bon, je vais rester en ce jour des obsèques de la reine, je vais rester poli. Et donc, Bruno est en grande partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui, mais il nous explique qu'il met en place des boucliers tarifaires. C'est quoi un bouclier tarifaire? Eh bien, ce que vous faites, vous amusez, vous prenez une cocotte minute, vous mettez le couvercle, mais vous ne le verrouillez pas, et vous vous asseyez dessus. Et vous mettez le feu à bloc en dessous. Vous allez voir ce qui va se passer, ça va être intéressant. À un moment, vous allez aller embrasser le plafond. Et c'est ça un bouclier tarifaire, si vous voulez. Ça ne sert à rien, on le sait, parce que à un moment, vous êtes obligé de l'enlever et à ce moment-là, les prix explosent. Et puis, secondo, le bouclier tarifaire, c'est directement vous qui le payez. Alors, vous le voyez beaucoup moins parce que c'est pas à la pompe. Mais en fait, vous le payez dans vos impôts. Hein. Qui est-ce qui prend la différence de prix? C'est l'État. Et l'État, c'est qui? C'est vous. Donc, c'est vous qui payez. Donc, au final, ça ne change strictement rien. Donc, c'est juste du foutage de gueule, c'est de l'enfumage. Mais je pense que il se dit que ça marche parce que vous avez toujours des gens avec qui ça va fonctionner. Mais donc, le bouclier tarifaire est une ineptie totale. Voilà, enfin donc je vous le répète à chaque fois, mais tout ça évidemment je vous l'explique à longueur de temps dans la lettre, dans la lettre des incorruptibles.
On on vous le détaille, on vous dit ce qu'il faut faire pour éviter de se faire piquer votre argent. Donc je vous le réexplique là dans la lettre qui va bientôt arriver. Pourquoi et je vous explique surtout dans cette lettre que tout ça était prévisible. Tout ça était ils peuvent pas faire semblant, si vous voulez, de le découvrir en disant oh là là mon Dieu, après le Covid, l'Ukraine et ce qui se passe est totalement imprévisible. Non, c'est pas vrai. Dans la lettre de janvier, j'avais fait un certain nombre de prévisions. Alors je m'amuse, c'est pas quelquefois c'est des prévisions un peu loufoques, c'est des prévisions qui ne sont pas faites pour se réaliser forcément. Mais malgré tout, vous verrez que dans les prévisions, il y en a beaucoup qui ressemblent furieusement à ce qui est en train de nous arriver. Bon, ça avait été écrit avant, puisque ça avait été écrit en janvier, et donc je ne savais pas à ce moment-là que la Russie allait envahir l'Ukraine, mais ça n'empêche que dans ces scénarios, vous verrez que ce qu'il se passe actuellement était totalement prévisible. Donc les gouvernements, dont c'est le boulot, gouverner c'est prévoir, disait le général de Gaulle, donc dont c'est le boulot, eh bien n'ont pas fait leur boulot et ou l'ont fait très mal en tout cas. Et donc maintenant ils font ceux qui sont surpris. C'est pareil, c'est absolument pareil pour les sanctions. Les sanctions, dès le premier jour où ça a été annoncé, l'aggravement des sanctions d'ailleurs, parce que les sanctions, ça fait longtemps qu'il y en a, ça fait depuis 2014. Donc pensez bien que les Russes s'y sont préparés et ont l'habitude de ce genre de choses. Alors là, je mets un petit taquet à Madame van der Leyen. Non, Madame van der Leyen, les Russes ne sont pas obligés d'aller piquer les puces qu'il y a dans les frigos. D'abord parce que, Madame van der Leyen, dans les frigos, il n'y a pas de puces. À moins que vous ayez le dernier Samsung avec la tablette Samsung sur le devant du frigo, qui vous permet de savoir, sans l'ouvrir, s'il vous reste des carottes ou pas. Mais non, Madame van der Leyen, on ne fait pas des missiles avec des puces que vous ne trouverez pas dans les frigos. Donc, vous dites des bêtises comme d'habitude parce que vous êtes bête. Voilà. Donc, Madame van der Leyen, elle est corrompue et elle est bête. Ça fait beaucoup pour la même femme. Donc voilà, ces soi-disant pénuries qui vont mettre les Russes à genoux, etc. Tout ça, c'est de la propagande de guerre. C'est ridicule parce que en plus c'est mal fait. S'il la faisait bien, ça pourrait encore passer, mais là c'est vraiment grotesque. Et donc n'imaginez pas Monsieur Poutine assis en tailleur devant son frigo en train d'essayer de trouver une puce pour la mettre dans un missile. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc donc ces histoires enfin, de retour de sanctions, je vous en avais parlé dès les premiers jours, où je vous avais dit, bah non, on file pas des sanctions à un pays qui a toutes les matières premières, parce que ça va nous retomber sur la gueule. C'est ce qui s'est passé, ça nous est retombé sur la figure. Mais c'était quelque chose, là aussi, de prévisible. Il n'y a rien qui soit, je dirais, non prévu dans cette histoire. Et alors on essaie de vous le faire passer comme quelque chose qui est dû à Poutine. Mais je rappelle, encore une fois, que les prix des principales matières premières étaient avant l'invasion de l'Ukraine, étaient déjà très très hauts. Aujourd'hui, nous sommes à 82, 83 sur le WTI, sur le pétrole. Mais on y était avant. Donc ça n'est en aucun cas, Monsieur Poutine,
qui a déclenché cette inflation. Monsieur Poutine, les mesures de rétorsion contre Monsieur Poutine ont fait que les prix ont été catalysés à la hausse, ont monté plus fort et plus vite que ce qu'ils auraient dû monter. Mais ça n'empêche que l'inflation était déjà là, et on vous l'a expliqué plusieurs fois, l'inflation ne vient pas de la guerre. L'inflation, elle vient de plein d'autres choses, mais en tout cas pas de Monsieur Poutine. L'accélération du mouvement est due à la guerre, mais en aucun cas l'inflation n'est due à la guerre. L'inflation, elle est due à la monnaie qui a été créée. L'inflation, elle est due au blocage qu'il y a en Chine. Vous savez, le zéro Covid. Elle est due à ça, l'inflation. Mais elle n'est pas due, et puis elle est due aussi après à l'opportunisme même, de certaines boîtes qui se disent que c'est le moment de passer des hausses de prix parce que comme ça se verra pas dans les hausses de prix ambiantes. Donc, et il y en a beaucoup de ça. Parce que, vous savez, il y a des boîtes de services qui augmentent leurs prix. Il faudra m'expliquer en quoi Monsieur Zelensky ou Monsieur Poutine sont responsables de ça. D'accord ils vous collent 20% de plus, hein, mais eux, leurs coûts n'ont pas augmenté de 20%, que je sache. Hein. Alors si, peut-être un petit peu l'électricité dans les bureaux. Enfin, ils ont qu'à éteindre la lumière, et puis ça marchera très bien. Donc, alors après, vous avez tout un environnement qui se met autour de ça, en vous expliquant que faut fermer la lumière, que il faut prendre des douches à 18 au lieu de 25, que il faut mettre votre appartement à 15 en plein hiver, etc. Mais je dirais c'est à la limite c'est la poursuite du Covid. Hein, le Covid, on vous expliquait qu'il fallait rester barricadé chez vous. C'est pour voir si vous obéissez. En fait, le sujet, il est pas là. Moi, demain, si vous voulez, l'énergie, elle repart là où elle était avant, sans aucune difficulté. Hein, c'est-à-dire que, je rappelle, on se met autour d'une table, on dit OK, on respectera les accords de Minsk, et c'est fini. C'est fini. Hein, faut arrêter d'écouter les malades mentaux qui vous disent Poutine veut envahir toute l'Europe. Non, Poutine, il veut simplement qu'en Ukraine on respecte les accords de Minsk, ce qui n'a jamais été fait depuis 2014. Donc le jour où vous mettez autour d'une table et où on dit l'OTAN se retire, il arrête de nous emmerder, même on le dissout, ça serait parfait. L'OTAN se retire, on respecte les accords de Minsk, les républiques de Donetsk et de Lugansk sont indépendantes, et c'est fini. Et c'est fini. Et on fout j'ai pas de mots, mais Zelensky en tôle, et on jette la clé. Et tous ceux qui sont rentrés dans ce jeu-là, on les met en tôle et on jette la clé, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux, et qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème d'énergie, on sera approvisionné en pétrole, en gaz, et on arrêtera ces délires. Je vous dis, enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'aller coller des sanctions à Poutine, et on colle des sanctions à l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen tous les jours et qui fait des atrocités tous les jours? Non, j'ai pas l'impression. Et l'Azerbaïdjan, c'est pas un problème non plus. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter d'obéir bêtement à des intérêts américains qui sont pas les nôtres, qui ne sont pas les nôtres. C'est nous qui sommes en train d'en prendre plein la gueule pour les Américains,
pas pour quelqu'un d'autre. Simplement parce que les Américains nous ont dit allez-y. C'est incroyable. Oui, mon petit Sylvain, tu n'as pas ouvert la bouche. Hein. Peut-être que j'ai trop parlé. Je t'entends pas. Hein. Voilà. Appuyez sur le micro. Voilà. Voilà, super. Non mais je te sens, je te sentais chaud. Je te sentais chaud. Je suis. Je te sentais chaud et j'avais envie de te demander. Donc du coup, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on parlait de l'inflation qui allait justement arriver. Maintenant que l'inflation est là, tout le monde en parle comme si c'était une évidence et qu'ils avaient tous dit qu'il y avait de l'inflation qui allait arriver. Quel est le coup d'après? Parce qu'on voit très bien que le pétrole qui était à plus de $100 le baril reflue à $84 le baril. Logiquement, on devrait avoir petit à petit un essoufflement de l'inflation. Comment est-ce que tu vois la suite, toi, en termes d'inflation dans les mois à venir? Je vais pas te dire dans les années parce que ça fait beaucoup, mais si tu veux, le problème là aujourd'hui va être que on peut avoir en effet ce qui était prévu. Hein, je rappelle quand même que je l'ai écrit, dit que le pétrole allait entre 70 et 80. Le WTI aujourd'hui est à 82. Pas très loin, hein, encore quelques pourcents et on sera bon. Donc évidemment, et j'avais expliqué pourquoi, parce que j'avais dit tout simplement, quand les marchés vont s'apercevoir que nous sommes en récession, et nous sommes en récession grave, importante, eh bien, à ce moment-là, les matières premières vont refluer. Quoi qu'il arrive. Bon. Alors en disant, bah oui, peut-être qu'elles iront moins bas à cause de la géopolitique, mais elles reflueront quand même et elles reflueront dans des proportions importantes. Mais il ne t'a pas échappé que j'avais dit et écrit aussi que l'euro allait continuer de se casser la gueule, ce qu'il fait. Moi, ça m'étonnerait pas, honnêtement, de voir l'euro beaucoup plus bas, comme le yen d'ailleurs. alors beaucoup plus bas, c'est-à-dire. Alors beaucoup plus bas. Écoute, j'ai ressorti, c'est assez amusant. Je les ai mis l'un en dessous de l'autre. J'ai ressorti le dollar yen et le dollar euro. Et il y a de grosses similitudes, pour ne pas dire autre chose. Il y a de grosses similitudes et tu pourrais voir des cours très sensiblement plus bas. Sensiblement. Ça veut dire qu'il y aura de la volatilité. Ça veut dire que du coup, tu anticipes aussi le fait que la Banque Centrale Européenne ne continue pas à augmenter ses taux. Non, parce que et ça aussi, je le dis depuis un bon moment, les banques centrales, elles se sont piégées. Elles se sont, mais il y a longtemps, hein, déjà, c'est pas nouveau, elles se sont totalement piégées, c'est-à-dire que elles se sont rendues market dépendantes alors qu'elles étaient avant data dépendantes, c'est-à-dire qu'elles dépendaient des chiffres macroéconomiques et que leurs décisions dépendaient des chiffres macroéconomiques. Aujourd'hui, ils ne dépendent plus des chiffres macroéconomiques, ils dépendent des marchés. Donc si les marchés se cassent la gueule, c'est-à-dire si les marchés, que ce soit obligataires ou que ce soit actions, ils interviendront. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que la situation a totalement changé. Vous n'êtes pas dans une situation, vous n'êtes pas. Dis donc, Sylvain. Moi, j'ai personne pour m'amener à voir. Donc, pendant le cours du prof, les élèves sont distraits. À la tienne. avec modération, bien évidemment, et tout le tralala qui va avec. C'est qui modération?
Connais Il est pas, où? connais pas, je le fréquente pas souvent. Il est où, modération? Donc, non, ce que je vous disais, si vous voulez, c'est que euh, d'économistes tournent en boucle sur des concepts d'il y a 30 ans. Mais il y a 30 ans, on n'était pas endetté comme maintenant. Ça n'avait rien à voir. On avait une économie avec de la croissance, etc. Là, on n'y est pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Il y a 30 ou 40 ans, on avait de la croissance dans le monde. Aujourd'hui, on n'en a pas. On n'en a pas, et on a des taux d'endettement qui sont juste stratosphériques, parce que on vous balade sur les taux de dette, on vous dit la France est endettée à 120%, c'est archi faux. D'accord? Si vous prenez vraiment les chiffres, que vous les retraitez, etc., on n'est pas loin des 160. 160. 160, je vous rappelle juste que 2011, la Grèce, c'était 160. D'accord? Donc on est sur des chiffres qui, évidemment, ne peuvent pas tenir si vous avez des taux, entre guillemets, normaux, des taux à 3 à 4%. C'est pas possible. Ça ne tiendra pas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la Banque centrale retournera sa veste. Elle attend un prétexte. Elle attend un prétexte. Juste ça. Et le jour où elle aura son prétexte, elle appuiera sur le bouton en disant tant pis si on retourne notre veste, mais on recommence les quantitative easing, on recommence la planche à billets parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il faut foutre ces foutus taux à zéro, ou proche de zéro, ou en tout cas sur des taux qui sont soutenables. La Banque américaine, la Fed fera la même chose. La Banque centrale européenne fera la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, elle retournera sa veste, comme les Japonais, pareil. Ils retourneront leur veste et ils se mettront à faire des QE et ils se mettront à faire du quantitatif, de la planche à billets. Et je vous dis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que tu retrouveras un euro. Je ne vais pas vous donner des targets, mais on peut voir l'euro beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Je sais pas, imaginons un euro, allez, 0,50 contre dollar. Ah oui, donc là, ça serait une chute de 50% de l'euro face au dollar, juste pour vous donner le niveau actuel. Voilà. Donc ça peut être rigolo. Et vous aurez, pour moi, vous aurez exactement la même chose. Et ça fait des années que je le dis, mais et là, ça a l'air quand même d'en avoir pris le chemin. Ne croyez pas que le yen va s'arrêter autour de 140 pour un dollar ou autour de à peu près le même prix pour un euro. Vous pouvez aller sur le yen à 250, voire 300. Ah, t'as l'air. J'entends un long silence. Ouais, ouais, j'ai l'impression Je répète. Non, ne répète pas, on veut pas. On veut Je pas. répète. On veut pas 50% en moins Mais sur oui, la valeur mais de bon. notre monnaie. Bon, et donc du coup, si je comprends bien, moindre prétexte, les banques centrales vont redémarrer la planche à billets. Ce Mais parce que prétexte, les banques centrales, c'est surtout la Banque centrale européenne, si tu veux. La Banque centrale européenne, là, elle sait très bien que si elle laisse filer le spread Italie, Allemagne, Espagne, Allemagne, même France, Allemagne, si elle laisse filer le spread, qu'est-ce qui va se passer? Ça va éclater. Il y a plusieurs façons que ça éclate, mais elle ne peut pas, si tu as arrêt de l'énergie, du gaz fourni à l'Allemagne, mais l'Allemagne c'est une récession monumentale, monumentale. Tu crois qu'elle va continuer, la Banque centrale européenne,
à monter les taux dans une récession monumentale? Non, bien sûr que non. Donc elle baissera les taux. Et comment on baisse les taux de nos jours? Eh bien, on baisse les taux en achetant par du QE, en achetant toute quantité et en mettant les taux à zéro, voire en négatif. Mais à zéro, c'est suffisant. Donc voilà. Et à ce moment-là, basta pour l'euro. En fait, au final, quelque part, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. L'hyperinflation, ça met la dette à zéro. Quand on a le type de dette qu'on a, je pense que tout le monde sera content. Donc Après, voilà. après, la question c'est, vu que comme tu le dis, le spread entre l'Italie et l'Allemagne augmente, mais entre, je dirais même les pays du Sud et l'Allemagne augmente au final, parce que l'Allemagne se refinance pas cher, les autres pays commencent à se financer très cher. Mais attention, parce que l'Allemagne se finance pas cher pour l'instant, mais parce que les gens n'ont pas compris dans quel merdier était l'Allemagne. Hein. Bah, l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est pas du tout dans une position qui est bonne. Hein. Faut pas croire. L'Allemagne, je rappelle, et alors c'est la monnaie de leur pièce, si tu veux. C'est-à-dire que l'Allemagne est un pays qui a réussi à garder son industrie. Donc c'est un pays qui est plus industriel que de services. Donc ils ont besoin de gaz. Hein, un pays de service, il n'y a pas besoin de gaz. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est mieux placé qu'eux, c'est que nous, comme on n'est plus d'industrie, bah, évidemment, on n'a plus besoin de gaz non plus. Donc les gros consommateurs de gaz, c'est les industriels. Et les industriels aujourd'hui, s'ils n'ont plus de gaz, ben, il n'y a plus de PIB. Et en plus de ça, ce qu'il faut voir, c'est que l'Allemagne, c'est vraiment un monomodèle. C'est un modèle un peu à la japonaise, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est uniquement concentré sur la bagnole et sur ce qui tourne autour de la voiture. Et donc, c'est pas les leaders, si tu veux, en termes de voitures électriques, par exemple. Donc, ça va devenir extrêmement compliqué pour l'Allemagne. Et là, ils vont se choper, je te dis, une récession monumentale, parce qu'ils n'auront pas de gaz d'ailleurs. Hein, c'est le fait que la France redonne du gaz à l'Allemagne, c'est une joke. Donc, ils n'auront pas de gaz, donc ils n'auront pas de PIB. Et là, ils vont se retrouver dans une situation qui va être extrêmement compliquée. Donc, même eux, ils peuvent avoir des problèmes de taux d'intérêt trop élevés. Et donc, vous aurez à ce moment-là une intervention de la BCE. De la BCE. Alors, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que l'Allemagne, il y a un officiel allemand qui a dit il n'y a pas très longtemps justement que avec la hausse des coûts de l'électricité, il y avait des petites entreprises, donc des PME allemandes qui pourraient être amenées à c'est faire le ministre faillite. de l'économie, oui, qui m'avait l'air sous substance, assez toxique visiblement la substance, parce que alors soit c'était la traduction qui était horriblement mal faite, hein, comme je parle pas allemand, je peux pas te dire. Soit le pauvre garçon, il n'avait pas tous ses neurones. Parce que c'était incompréhensible son truc. Alors vous comprenez, les entreprises en fait ne vont plus vendre, donc elles ne feront plus de chiffre d'affaires. En revanche, les coûts vont exploser. En gros, ce qu'il te dit. Et donc la journaliste lui dit bon elles vont faire faillite. Ah non, elles vendent plus, elles font zéro de chiffre d'affaires, mais elles sont pas en faillite. De ce que tu comprends, il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent augmenter le coût, qui peuvent absorber l'augmentation du coût de l'électricité, qui peuvent survivre, mais les petites, il faut s'attendre à une vague de faillite. Moi, c'est ce que j'ai retenu de son intervention, c'est un petit peu, les PME, allez, au revoir, et les grosses boîtes qui réussissent, tant mieux. Mais du coup, forcément, quand tu as une vague de faillite dans un pays comme l'Allemagne,
Bah, mine de rien, le spread Italie-Allemagne, il va se rattraper parce qu'ils vont forcément se financer à plus cher, l'Italie va rester constante et au final, ce spread va peut-être se réduire, tu vois. Oui, mais c'est pour ça Et que je te dis que à un moment, tu auras les gouvernements qui vont demander à la BCE d'intervenir pour remettre les taux à zéro, parce que c'est pas tenable. C'est pas tenable quand tu as, si tu veux, quand on avait tous des taux d'endettement qui étaient autour de 60% ou 50%, bah tu mets la dette à 1, ça te fait que 0,5 à payer si tu veux par rapport au PIB. bah, D'accord? là, il y a un autre Si problème. tu as un PIB qui est comme les Japonais à 300%, si le coût de ta dette augmente de 1, ça fait 3 points à payer. Ça fait 3% à payer. 3% à payer quand tu n'as pas de croissance, c'est juste pas possible, c'est tout. Donc ça veut dire que tous les ans, tu es en déficit, que tous les ans, donc, tu as ta dette qui augmente. Ce qu'ils font au Japon depuis des années, personne ne veut le voir, mais ils sont en déficit de 7 à 10%, déficit budgétaire de 7 à 10% tous les ans. Leur dette augmente mécaniquement tous les ans. C'est pour ça qu'ils en sont maintenant, je te dis, à 300, quoi. Mais Donc, c'est pas ouais. possible. Il y a C'est un pas autre problème, possible. c'est que ce que tu disais très bien dans un de tes derniers papiers, c'est que l'énergie, c'est de la croissance. C'est de la croissance, c'est du PIB, et du coup, le fait qu'on se prive d'énergie, hein, gaz, électricité qui coûte plus cher, c'est forcément, du coup, bah, logiquement, pour la zone euro en tout cas, de la croissance en moins et du PIB en moins. Et donc le problème, c'est qu'on va avoir un PIB qui baisse, des dépenses plus ou moins enfin, constantes, hein, c'est-à-dire qu'elles seront grosses, avec un taux d'intérêt plus gros, et donc du coup, on va se retrouver avec une dette beaucoup plus grosse que nos rentrées d'argent qui vont pas arrêter de diminuer. Donc cet écart-là, en fait, est-ce que ça serait pas de là que pourrait venir justement, bah, vraisemblablement, la fin de la zone euro? Parce qu'en vrai, c'est vraiment ça qui peut tout casser, en fait, hein, le fait qu'on rentre moins de produits et qu'on dépense la même chose, Tu voire veux, un peu plus. quand t'entends, je sais plus laquelle, enfin, une de nos gourdes, euh, euh, Laquelle? Il y en a plein. il y en a tellement que j'intervertis facilement, mais quand tu entends quelqu'un qui te dit on va baisser notre consommation d'énergie de 40%, bah, tu traduis. On va baisser Oui, notre PIB de 40%. Quoi. En gros, c'est un peu, enfin, c'est pas exactement ça, mais oui, c'est vulgarisé. alors après, je l'ai dit, nous on a une chance, on fabrique rien, on n'a pas besoin d'énergie si tu veux, hein. Bah oui, quand tu vois qu'on n'a plus d'industrie chez nous, on n'a pas besoin d'énergie, hein. Nous, on ne fait que chauffer des bureaux où il y a des crétins qui réfléchissent à des trucs dont on n'a pas besoin. Voilà, moi je connais d'une façon de sérieusement réduire la consommation énergétique. Tu fermes tous les ministères, tu fermes l'Elysée et tu fermes tous les cabinets d'audit du genre McKinsey qui servent à rien. Et crois-moi, déjà, tu vas faire des économies d'énergie. Mais je suis pas sûr qu'ils acceptent mes suggestions. C'est dommage. Bon, ça m'a bien fait rire ça. Je lisais les commentaires sur le chat, ils sont déchaînés. Ok, on est bon là-dessus. Au niveau de la crise énergétique, donc du coup, toi, enfin, est-ce que tu as t'as des prévisions? Alors, j'ai vu que tu avais repartagé quelques graphiques de Nicolas Meillan. Est-ce que tu as une vue spécifique sur les augmentations? Bah alors, le bouclier tarifaire, hein, déjà, bon, ça, t'as dit ce que t'en pensais en début de vidéo. Pour les entreprises qui ne bénéficieront vraisemblablement pas du bouclier tarifaire, qu'est-ce que tu peux entrevoir pour cet hiver? Et quel serait l'impact économique de cette hausse du coût de l'électricité sur les petites boîtes à moyen terme pour la France? Bah, ça les met par terre, simple. Ça les met par terre. Tu peux pas avoir une augmentation x10 du prix de ton énergie. Tu avais déjà, en France, on n'était quand même pas les champions du monde des marges, hein. Donc on avait des marges qui étaient assez faibles. Quand tu fais une marge qui est à 4% ou 5%,
bah, c'est vite fait te retrouver avec du négatif si tu as ta facture énergétique qui est multipliée par 10. Donc, alors après, moi, j'ai pas de, je vais pas m'amuser à vous faire des prévisions sur les prix de l'énergie, mais ça va être très compliqué. Surtout que on continue, on en rajoute jour après jour. Donc, je ne sais pas du tout jusqu'où ça peut aller. Et tout ce que je sais, c'est que tout ce qu'on vous dit, ou on vous dit mais c'est pas grave, on va redémarrer des centrales, etc. Tout ça, c'est vrai, peut-être vrai. Sauf que faudra 5-6 ans pour le faire. Donc l'année 2023 sera largement passée. Hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire instantanément. Je l'ai déjà expliqué sur le pétrole, je l'ai expliqué sur le gaz. Si vous voulez faire venir tout votre gaz des États-Unis, c'est 5000 méthaniers à construire. Construisez comment? Construisez comment? Ça se fait pas en 3 jours. D'accord? Et une fois que vous avez construit les méthaniers, c'est des infrastructures dans le port pour détendre le gaz qui arrive liquide, il faut le passer gazeux pour pouvoir le transporter, etc. Tout ça, c'est des milliards. Tout ça, c'est des milliards. Tout ça, c'est du temps. Donc, pour l'année 2023, c'est plié. Donc, soit on arrête nos bêtises avec pour pas dire autre chose, avec Poutine, et on se met autour d'une table, soit on a ces espèces de débiles mentaux de Madame van der Leyen qui dit jusqu'au bout, on L'heure n'est fera. pas à l'apaisement, c'est ça qu'elle a dit. Hein. Exactement, bah, tu vas avoir, tu risques d'avoir encore des hausses de prix et à ce moment-là, bah, des répercussions sur les petits et les gros d'ailleurs, hein, parce que même les gros vont commencer à souffrir. Enfin, tu as eu, c'est pas un petit, hein, tu as eu il y a quelques semaines le patron de BASF qui était pas content, hein, qui était pas content. Et en plus, tout ça, ça peut avoir. Le pire, c'est que ça va avoir des répercussions et des répercussions pas qu'à court terme, des répercussions aussi, et puis sur des secteurs sur lesquels les gens voient pas les choses venir. Si on ne peut plus obtenir des Russes de la potasse pour faire les engrais, bah, plus d'engrais, dit récolte beaucoup plus petite, dit hausse de prix des céréales et des denrées alimentaires. Donc tout ça, ça a des conséquences. Alors vous allez me dire, ouais, dans les pays riches, on va se débrouiller, on s'en fout un peu. Ouais, d'accord, mais dans les pays pauvres, ça fait quoi? Ça fait qu'ils bouffent plus. Pas de problème. Et ça, bon, famine en Afrique, on s'en tape. Hein. Quand même beaucoup plus marrant d'aller aider Monsieur Zelensky à refaire sa terrasse. Toujours le bon mot, quoi. Bon, est-ce qu'on passerait pas Alors, je t'entends plus. Si, mais moi je m'entends. Hein, C'est tu parce que je t'entends. me taisais. T'as pas Ah, l'habitude. Mais quand je me tais, bah t'as plus de son. T'as un truc de fou. je suis plus habitué. Je suis plus habitué. Alors, j'avais 2-3 questions que j'aimerais te poser. Donc, du coup, je vais en prendre une. Alors, tac, je vais prendre celle-là. Attends, je vais te dire ça. Ça se charge, ça se charge. Laissez-moi 2 petites secondes. On est un peu plus de 3000 en direct d'ailleurs. Hein. C'est bien. Alors, salut les jeunes. Vous pensez quoi de la baisse du carburant de Total? Y aura-t-il une situation favorable pour Total pour récupérer des stations qui ne suivront pas? Ouais, tu sais, moi j'ai pris l'autoroute hier. Je revenais d'Aix. J'ai voulu sortir
à une station. Je m'étais pas aperçu que c'était Total. Il y avait, je pense, sur chaque pompe, hein, il y avait bien 20 minutes d'attente, hein. Je suis ressorti et je suis allé chez Agip, la suivante. Voilà. Parce que mais non, mais il y a un moment où il faut arrêter. D'abord, les gars, en 20 minutes, ils ont dépensé ce qu'ils ont gagné sur les 20 centimes de différence. Euh, il y a un moment où faut arrêter. Sur un plein, ça vous fait, sur 60 litres, ça vous fait 12 balles. Et vous allez les cramer en attendant pendant 3 quarts d'heure votre tour. Donc, c'est un peu ridicule. Euh, Après, je sais pas si Total va faire ça très très longtemps, parce que ça pèse aussi sur lui. Hein, faut pas croire. Euh, Écoute, je sais pas combien de temps ils vont le faire. Je ne sais pas si ils vont y gagner tellement. Et que la différence fera que il pourra rafler les stations à essence des autres. Je suis pas convaincu. Alors, on a une question de Time Turnoff qui nous dit est-ce que détenir de l'argent est tout aussi valable que de l'or? De l'argent métal, De l'argent métal, ouais. Est-ce que c'est aussi valable que l'or pour se protéger de la chute de valeur de l'euro? c'est deux trucs totalement différents. Même si on dit que l'argent est l'or du pauvre, c'est deux choses totalement différentes parce que vous avez une composante industrielle dans l'argent que vous n'avez, matière première industrielle dans l'argent que vous n'avez pas dans l'or. L'or, c'est vraiment la valeur refuge et qui n'est qu'une valeur refuge. La partie industrielle de l'or, c'est vraiment ridicule. Donc, vous avez une composante matière première industrielle dans l'argent que vous n'avez pas dans l'or et qui explique d'ailleurs que l'argent baisse beaucoup plus que l'or quand on parle de récession. Là, les matières premières vraiment industrielles ont toutes pris une gamelle, et dont l'argent, parce que d'abord ça avait beaucoup monté. Hein, faut se rappeler que l'argent en gros était passé de 11, 12 dollars à 30. Donc ça fait quand même un assez joli parcours. Et ensuite, on a fait 30. Là, on était passé en dessous de 19. Là, ça avait tendance à remonter. Je ne sais pas ce que ça fait aujourd'hui, mais ça avait tendance à remonter. Euh, voilà, enfin, c'est beaucoup plus sensible à la récession que ne l'est que ne l'est l'or. Maintenant, euh, il est certain que vous allez avoir, parce que c'était déjà prévu il y a assez longtemps. Moi, j'avais lu un article il y a, il y a, il y a plusieurs années où il prévoyait qu'à partir de 2023, entre 2023 et 2030, il y aurait un déficit de l'offre par rapport à la demande. Bon, déficit de l'offre par rapport à la demande, en général, ça fait plutôt grimper les cours. Et il se trouve que déjà, sur 2022, on est sur une situation qui est assez tendue entre l'offre et la demande. Donc, j'ai tendance à penser que cette étude était bien faite et qu'elle avait bien prévu les choses. Donc on va rentrer là dans les mois qui viennent et les années qui viennent, on va rentrer dans une période où il y aura un déficit de l'offre par rapport à la demande. Et déficit de l'offre par rapport à la demande, souvent ça... Non. Est-ce que vous
Oui, c'est bon. D'accord. Ça avait coupé, c'est bon. Euh, donc l'offre, ce déficit. Alors, dans l'étude que j'avais lue, et je vous dis, il y a déjà un certain temps, il prévoyait une once d'argent qui serait entre 250 et 300 $ l'once. Donc vous voyez qu'il y a de la marge, c'est-à-dire une augmentation presque par 15 du cours actuel. Donc, alors je ne sais pas si ces prévisions sont du même ordre que ceux qui prévoyaient le Bitcoin à 1 million, ou si c'est ou si c'est plus réaliste, hein, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'a priori, dans la transition énergétique, l'argent est un des matériaux les plus intéressants. Donc, je pense qu'il faut faire le dos rond en ce moment où il baisse et que c'est plutôt une occasion d'acheter parce que c'est un matériau intéressant. Alors, on a une petite question. Jean qui nous dit, pensez-vous que le dollar va continuer de s'apprécier à court, moyen, long terme face aux autres monnaies du monde? Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai dit par rapport à l'euro, par rapport au yen. Euh, voilà, je pense qu'en effet, le dollar va continuer à monter, ou plutôt que ces autres monnaies vont continuer à descendre. C'est peut-être Alors, plus ça d'ailleurs. on a pas mal de questions sur le cours de l'or en ce moment, le cours de l'argent aussi, mais le cours de l'or en ce moment qui est à 1673 $ par once et qui a tendance plutôt à ranger, c'est-à-dire à rester plus ou moins stable, voire même à baisser. Qu'est-ce qu'on peut en penser du cours de l'or en ce moment? Parce qu'il bourrine pas à la hausse alors que l'inflation a elle bien monté. Comment est-ce qu'on Oui, devrait parce que interpréter tout ça? en fait, alors deux choses. Je pense que une partie des intervenants se plantent parce qu'ils pensent qu'on est rentré dans une période de hausse de taux. Et je t'ai dit exactement l'inverse il y a quelques minutes où je t'ai dit les banques centrales vont retourner leur veste et vont repartir dans l'autre sens. Parce que si tu penses en effet que ça y est, c'est la fin de la planche à billets, c'est la fin de la période de taux à zéro, etc. Bah, oui, tu peux à ce moment-là être vendeur. Mais je te dis, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu vas avoir à nouveau de la planche à billets et du quantitative easing. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être à partir d'ailleurs de ce moment-là qu'on aura vraiment, véritablement la hausse de l'or. C'est quand les gens vont s'apercevoir qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de rétro-pédalage possible. Voilà. Et quand les marcheurs ont pris conscience de ça, en se disant, bah, finalement, on nous a baladé, on nous a encore ressorti comme fin 2018 que c'était bon là, ça y est, que tout se passait bien et qu'on pouvait monter les taux et qu'on pouvait arrêter la planche à billets et qu'on pouvait revenir en arrière, etc. Eh bien, quand les gens vont comprendre que ce n'est absolument pas possible, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on aura une envolée de l'or. Mais, mais pour l'instant, ils ont encore des doutes puisque les banques centrales font semblant de penser que ça y est, c'est la fin. Et donc, ils ont encore des doutes. Et donc, qu'il y ait des vendeurs me paraît pas totalement délirant. Après, vous pouvez dire aussi que les cours sont manipulés, qu'ils tiennent pas du tout à ce que l'or s'envole maintenant, etc., etc. Tout ça, c'est vrai aussi. Mais je vous dis, il y a déjà il y a déjà une croyance, si vous voulez, une confiance
mal placé dans les banques centrales qui fait que le marché se dit si réellement c'est fini et qu'on n'a plus d'argent facile comme avant, eh bien à ce moment-là, il faut se retirer de l'or et en fait aller sur les actifs plus risqués et puis se reporter sur des actifs sur lesquels on va avoir un rendement. Si vous pensez qu'il n'y a pas de risque, vous pouvez aller sur des obligations italiennes à 4%. Ça peut être amusant. Je vous déconseille, hein, ne dites pas, oui, je vous ai entendu un jour dire qu'il fallait aller sur les obligations italiennes à 4%. Non, oubliez de ce que j'ai dit. Bon, eh ben écoute, est-ce que tu aurais le petit mot de la fin comme tu sais bien le faire? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un indice de ce que tu vas nous publier dans le Viens prendre ta claque de cette semaine? Dans le Viens prendre ta claque de cette semaine, je me mettrai à la chasse aux crétineries dès demain sur les différents supports et notamment Twitter, parce que c'est une mine. C'est une mine. Je veux dire, on peut pas mieux faire. Et puis il y a beaucoup de candidats. Alors c'est un peu toujours les mêmes parce que ils sont très prolixes. Donc c'est un peu toujours les mêmes, mais on a vraiment de très belles déclarations je te dis, de Bruno, de Nathalie Loiseau, de Glucksmann, d'Enthoven, Ah bah qui il sont y en a une que t'as oubliée, je sais pas comment t'as fait pour l'oublier. Van der Leyen, Non. Lagarde, Ah presque. Encore mieux, best of. Panier, Runacher, Sardine, sardine. Sardine, oui, mais je trouve qu'on l'entend moins en ce moment. Peut-être que Oh, j'aurais pas dit ça, hein. Elle a fait une non, déclaration il y a pas longtemps là qui était bien sympa. non, ce qui est Elle a dit qu'il faudrait que... avoir le droit à la paresse. Ça m'a bien fait marrer Ah ça. bah oui. Non, le plus dur, je trouve, au-delà du fait que ils sont des sources inépuisables de conneries, mais ce que je trouve épouvantable, c'est que la plupart de ces gens-là sont profs. La plupart sont profs. Et ça, c'est consternant. Parce que ça forme des générations de crétins. Et franchement, on n'a pas besoin de ça. Donc, moi, ça m'affole. Le fait que ces gens-là soient profs, le fait qu'une Sandrine Rousseau, pardon, pas Ruisseau, qu'une Sandrine Rousseau soit prof et même diriger une université. Non mais, les gars, réveillez-vous. Je vais faire mon vieux con, mais enfin, quand même, c'était mieux avant. On prenait pas l'idiot du village pour être professeur à l'école. Ben là, on a l'impression qu'on prend tous les idiots du village pour aller être prof. C'est affolant. C'est affolant. Vous ne pouvez pas, sérieusement, vous ne pouvez pas confier votre gosse à Sandrine Rousseau. C'est... ou faut pas l'aimer, quoi. Moi, si vous faites ça, j'appelle la NAS. Hein. Je vous retire les enfants. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il faudrait passer un permis pour faire des enfants. Vraiment, il faudrait passer un permis pour faire des enfants. Parce que les parents qui font ça, faut les emprisonner, il faut leur retirer leur gosse. C'est pas possible. C'est de la maltraitance. Non, mais c'est vrai, c'est pire que de la maltraitance, parce que une claque, ça a jamais tué personne. Mais une année en cours avec Sandrine Rousseau, mais vous ressortez, vous êtes débile. Voilà. Bon. Bon, et bah écoute, c'était le mot de la fin.
Sur ce, c'est l'heure de tirer notre révérence. Alors Olivier, du coup, on vous mettra le lien d'inscription au Viens prendre ta claque, c'est la newsletter d'Olivier qui sort chaque semaine. Et on vous mettra également le lien de la lettre Leak, c'est la lettre économique qu'Olivier publie chaque mois dans laquelle il va un peu plus loin sur ses stratégies, ses visions. Olivier, merci. Et puis, bah écoute, on se dit à très bientôt. Je lance le jingle de la fin. Eh ben, je te souhaite bonne chance pour ta seconde interview, parce que qui arrive juste derrière. Oui, dans 8 minutes. Oui. Vous le voyez là, c'est un forçat. C'est un forçat de l'information, un forçat de YouTube, ce garçon. C'est étonnant. Donc il va enchaîner déjà 1h30 avec moi et 2 heures derrière. Fais-toi ramener au moins 2 ou 3 bières, un pack entier, parce que ça va être compliqué. Hein. Exactement. Exactement. Bon, les amis, on repart à 18h avec Fabrice Divisio cette fois-ci. On se laisse 15 minutes de pause. Prenez le temps d'aller souffler. On se retrouve à 18h. Olivier, on se dit à bientôt. Et je sens que tu as envie de rigoler, je sais pas pourquoi. Bon, allez, je lance le jingle de fin. Allez, jingle. Je vais te les disperser façon Raoul, moi, tu vas voir. Et je vous dis, on vous emmerde, on vous taxe, on vous pourrit la vie parce que vous n'avez pas bien trié une poubelle. Le monde entier se pose la question de savoir ce qui se passe en France. On vous demandera de mettre des préservatifs, alors sur la tête, bien évidemment.